Bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder le diagramme de séquence en UML. Donc, le diagramme de séquence, ça va être un autre diagramme qui va démontrer le comportement d'un système, okay? Ou en fait, de ce qu'on appelle d'interaction. Fait que le principe fondamental, c'est que le diagramme d'état nous disait, ok, ben je peux passer de tel état à tel état du système. Le diagramme de séquence, lui, va démontrer une séquence spécifique que notre système peut prendre. Donc, on va aller voir, bon, évidemment, toutes les différentes fonctionnalités du diagramme de séquence. On va voir les termes généraux qu'il faut avoir. Puis après ça, on va aller dans la minutie des choses, aller voir la syntaxe, aller voir les différentes opérations possibles. Donc, on va commencer avec le principe des interactions, puis les partenaires d'interaction. Parce qu'avant même de parler de notre diagramme de séquence, on va se demander qu'est-ce que le diagramme de séquence est supposé représenter. Donc, pour parler de qu'est-ce qui est supposé représenter, on va commencer en parlant des comportements qu'on avait entre les objets. Donc, pour faire un contraire à ça, le diagramme d'état démontrait les interactions intra-objets. Donc, les interactions qui se passaient à l'intérieur d'un même objet. Donc, l'état qu'un objet pouvait avoir à n'importe quel moment durant mon programme, okay, l'utilisation de mon système, c'était démontré par le diagramme d'état. Ça démontrait un objet puis tous les états que cet objet-là pouvait avoir. Ici, ça va être plus la communication, okay, puis le comportement entre les objets. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un objet à un autre, puis c'est quoi les genres d'interactions qu'il va y avoir entre eux. Fait que le principe du diagramme de séquence, ça va être pour représenter des interactions. Le principe d'interaction, ça s'applique bien avec la programmation orientée objet, où c'est qu'on va avoir différents objets, puis ils vont être capables de communiquer avec des appels de méthodes entre eux autres. Mais le principe, c'est que les interactions, c'est un domaine plus large qui est capable de modéliser n'importe quel envoi et réception de messages ou données entre des partenaires d'interaction. Donc le principe, c'est que si je veux représenter, mettons, une interaction entre deux personnes, ben chaque personne va être capable d'envoyer puis de recevoir des messages, qui vont être des messages audibles, okay, des messages audio. Fait que quand, mettons, je veux représenter une interaction entre deux personnes, comment est-ce que je pourrais modéliser ça? Ben, je pourrais avoir une première salutation. Okay? Donc, quand j'accoste quelqu'un dans une interaction typique, je vais avoir une première salutation. Un bonjour, un salut, okay, quelque chose comme ça. À partir de là, la personne qui reçoit ce message-là va avoir une réponse à la salutation. Okay? Où c'est qu'il va dire bonjour à son tour et ainsi de suite. Après ça, moi, ce que je vais envoyer comme message, c'est un premier sujet de discussion, ou mettons une première question. Puis là, il y aurait une réponse de la personne qui pourrait être l'autre interlocuteur. Donc ici, je suis en train de parler d'une interaction entre deux personnes, puis je serais capable de modéliser ça dans un schéma d'interaction. Okay? Donc, on va voir que le diagramme de séquence, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est une version d'une modélisation d'une interaction entre différents partenaires d'interaction, différents éléments de mon système. Donc, le principe d'interaction générale, ça va être de dire, j'ai des messages entre différents partenaires d'interaction, différents partenaires de l'interaction courante. C'est quoi la séquence possible, puis c'est quoi les messages qui vont être envoyés d'un partenaire à l'autre. Donc, quand on parle d'interaction, on va toujours parler de partenaires d'interaction. Okay? Donc, que ce soit des humains, okay? Comme si on a une conversation, c'est deux humains qui se jasent,
mais ça peut être autant des non-humains, ok, des serveurs, des objets, des protocoles de communication. Donc, n'importe quoi qui peut être un élément caractérisé comme une instance de quelque chose peut être un partenaire d'interaction. Fait que des exemples d'interaction, comme je l'ai dit, ça peut représenter des choses très vagues comme une conversation entre deux personnes, mais ça peut être de plus en plus informatique et logiciel, où c'est qu'on dit, ben si j'ai un protocole de communication, mettons, je vais être capable de dire, tu sais, si on avait vu, si je sors ça, un exemple. Allez, Internet. Va plus vite. Non, va pas plus vite. Ok. Fait qu'ici, mettons dans un exemple de diagramme de séquence, on pourrait avoir les interactions d'une requête HTTP. Ok, donc une requête. Ah oui, non, vous n'êtes pas supposé voir du tout parce que j'ai pas partagé le bon écran. Bonne observation, merci. Whoop. Ok, ça. Donc, on a ici un diagramme de séquence. On va voir tout ce que ça implique, toutes les flèches, toutes les lignes, et ainsi de suite. Mais le principe fondamental, c'est que on a ici les interactions qui se passent entre différents partenaires d'interaction. Puis on peut voir ici nos messages où c'est qu'on a bon notre get qui est activé, ok, on a différentes requêtes d'un client, puis là on pourrait avoir les réponses qui seraient avec. Même principe, si on regarde, admettons, la bonne vieille séquence okay, entre une requête TCP, donc c'est un peu de la réseautique, là, mais le principe c'est qu'on a deux éléments, puis on voit qu'il y a un premier message qui est envoyé, un autre message qui est envoyé, un message, des messages okay, qui vont d'un bord et de l'autre, puis on y va de manière chronologique dans le temps. Donc le but des diagrammes de séquence, ça va être de modéliser les messages d'une transaction. Parfait. Je remets notre ami. Notre diagramme. OK. Donc, puisque c'est un diagramme de comportement, ce que ça va représenter, c'est vraiment des scénarios concrets. Okay? Donc, ça va être l'exécution d'un cas particulier, puis à un niveau détaillé de notre choix. Donc, ça va être un peu comme les cas d'utilisation, où c'est que on peut le faire très vague, où c'est qu'on fait juste des communications directes, ou sinon on peut y aller extrêmement dans les détails, puis aller dire chacune des méthodes qui va être appelée entre les différents objets de mon système. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut modéliser, on peut y aller à différents niveaux de finesse. Fait que si on regarde généralement qu'est-ce que c'est supposé représenter le diagramme de séquence, fait que c'est un diagramme qui va avoir deux axes. Donc le premier axe, c'est l'axe vertical, okay, qui va être un temps, okay, un ordre chronologique. Donc quand tu commences, tu vas toujours commencer du haut de notre diagramme de séquence, puis tu vas descendre dans le diagramme, puis tu vas aller faire les différentes interactions, les différents messages de notre diagramme. Puis après ça, l'axe horizontal, ce qu'on va avoir, c'est différents partenaires d'interaction. On va aller définir c'est quoi les partenaires d'interaction dans quelques instants, mais le principe, c'est les éléments qui sont capables de soit envoyer des messages ou soit recevoir des messages. On les dicte une seule fois dans le diagramme complètement en haut, puis après ça, on va faire une ligne qui va spécifier que
quand je m'en vais ou je sors de cette ligne-là, c'est toujours ce partenaire-là qui va être soit l'émetteur ou le récepteur de notre message. Donc, on peut voir ici qu'on a, admettons ici l'exemple rapide qu'on peut donner, c'est qu'on a ici un appel à getData, puis on voit ici qu'on va avoir un retour qui va être utilisé par notre application, puis qu'à l'intérieur de celle-ci, il va y avoir un process data qui va être possiblement, qui va être facultatif. On va voir comment est-ce qu'on représente ça dans quelques instants, mais c'est juste un exemple rapide de voir comment est-ce que ça peut marcher, un diagramme de séquence. Fait qu'on a ici le diagramme de séquence qui est dans une petite boîte, on lui donne un nom, on va avoir les différents partenaires, donc on a notre application, on a notre base de données, puis on veut modéliser l'accès à la base de données. Donc comment est-ce que ça va se passer? Ben, notre application, dans le temps, va faire un getData à notre base de données, puis notre base de données va avoir un retour X que notre application va pouvoir processer après dans le futur. Donc, on a différents partenaires. L'ordre des partenaires n'a pas vraiment d'importance. Ça va être plus pour la gestion de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'on va les mettre dans un ordre précis. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'ordre vertical, lui, quand on descend, c'est qu'on descend dans le temps. Fait qu'on va aller regarder les différents éléments, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun. Donc, on va commencer avec le principe des partenaires d'interaction. Donc, c'est la base de notre diagramme de séquence. On va avoir une liste de partenaires d'interaction qui vont être représentés dans mon diagramme de séquence. Donc, c'est les éléments... oups. C'était pas le bon mot. C'est les lignes de vie, qui vont être représentées avec chacun des noms que je vais donner. Donc, à la tête de la ligne de vie, on va avoir le nom de mon partenaire d'interaction. Dans le nom du partenaire d'interaction, à la tête de la ligne de vie, on va avoir deux éléments possibles. Soit le rôle que ce partenaire d'interaction-là va prendre. Habituellement, ça peut être, admettons, le nom de l'objet. Puis, on peut avoir un 2 points avec le nom de la classe, pour dire que ça peut être un objet de cette classe-là. C'est pas important que ce soit un objet spécifique. Donc, si on a juste le nom du rôle, on peut le marquer directement. Donc, on n'est pas obligé de marquer le nom de la classe. On peut juste avoir le nom du rôle. On peut juste aussi avoir le nom de la classe, mais si on veut faire ça, il faut avoir le 2 points auparavant pour indiquer que c'est pas le nom du rôle, c'est le nom de la classe. Puis on peut avoir les deux avec le nom du rôle, 2 points, le nom de la classe. Donc, encore une fois, le principe du partenaire d'interaction, c'est un des éléments du système qui va être capable d'envoyer ou de recevoir les différents messages que je vais vouloir représenter dans mon interaction. Fait que on a le partenaire d'interaction. On est maintenant capable de construire le principe fondamental de notre diagramme de séquence qui va être l'envoi de messages. Donc, l'envoi de messages, ça va représenter une séquence de différents événements. Fait qu'on va avoir qui c'est qui envoie le message, puis qui c'est qui reçoit le message. Donc, on a ici, à l'intérieur d'une séquence d'événements, donc on va avoir différents événements qui vont se passer. Puis ici, ça représente un temps quelconque qui va être utilisé. Donc, on a ici la spécification que tout ça, ça fait partie de la même interaction. Puis après ça, on peut voir que plus tard, il va y avoir d'autres éléments, mais ça ne fait pas partie de la même séquence d'événements. Mais ça va se passer plus tard chronologiquement.
Donc toujours, quand c'est vertical, c'est que ça se passe plus tard chronologiquement. Ce qui va être important de comprendre, ça va être l'ordre dans lequel les différents messages peuvent être émis puis peuvent être reçus. Donc, on va voir différentes possibilités des messages, puis on va regarder c'est quoi les implications temporelles de ces séquences-là. Ici, plein. Excellent. Donc ici, on a 3 exemples, okay, où on va avoir un premier partenaire d'interaction. On va avoir sa ligne de vie, okay, ici qui descend à partir de la tête de la ligne de vie. Puis on va avoir différents messages qui vont partir de là. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que à l'intérieur d'une même ligne de vie, okay, en anglais ça s'appelle le lifeline, à l'intérieur de la même ligne de vie, l'axe vertical temporel doit être respecté. Ça veut dire que si j'essaie de voir ça va être quoi les différents messages qui vont se passer sur cette ligne de vie-là, ben je suis assuré que le message A va se passer avant le message C. Donc, quand je représente ça ici, ça veut dire que c'est A suivi de C. Le temps entre les deux n'est pas spécifiquement défini, mais c'est l'ordre qui est défini. Fait que ça va toujours être A suivi de C. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si ce n'est pas relié ensemble, donc ici j'ai un exemple où c'est que j'ai 2 interactions qui sont indépendantes, hein? Donc j'ai 2 partenaires d'interaction où c'est que j'ai leur ligne de vie à chacun, en haut à droite, puis j'ai A et C qui sortent de chaque bord. Donc, le fait ici, c'est que quand je regarde comment est-ce que les différents messages vont être envoyés puis exécutés, je ne peux pas garantir l'ordre entre A et C. Okay? Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux. Ou en fait, il n'y a pas de lien du tout, qu'il soit direct ou indirect. Donc, si je regarde en haut à droite, dans la liste des traces possibles, donc dans la liste des la liste dans laquelle les différents messages peuvent être émis puis reçus, ben je peux soit avoir A suivi de C ou je peux avoir C suivi de A, puis les deux respectent qu'est-ce que j'ai écrit dans mon modèle. Donc le principe de trace, okay, ça va être comme ça qu'on va majoritairement tester nos connaissances avec le diagramme de séquence. Fait que moi, ce que je vais vous demander, c'est que je vais vous donner un diagramme de séquence, puis je vais vous dire, ben, est-ce que ces traces-là sont possibles? OK? Fait que, à partir de là, tu devrais être capable de dire, ben oui, cela est possible, oui, cela est possible, non, cela est pas possible, par rapport à qu'est-ce que moi j'ai représenté dans mon diagramme. Si on a des liens indirects, OK? Donc, ici, on a, OK, dans notre diagramme, dans le milieu en bas, là, sur les différentes lignes de vie qui échangent des messages entre eux. On a nos 2 partenaires d'interaction, puis on a un ABC qui les relie. Okay? Donc, le B relie mes 2 partenaires d'interaction ensemble. Puis ça fait en sorte qu'on a une espèce d'événement crescendo temporel. Okay? Parce que si on commence, puis on dit, ben, à partir de mon partenaire de droite, je suis capable de travailler avec mon A, ben mon A, je suis obligé de le faire suivre par le B. Donc le B ne peut pas se passer avant A. Puis après ça, je regarde dans mon partenaire d'interaction de gauche, lui, il y a le B puis le C, qui doit être dans cet ordre-là. Donc je dois faire le B, ou en tout cas je dois recevoir le B avant d'émettre le C. Ben, si je dois émettre le B avant d'émettre le C, puis si je dois émettre le A avant d'émettre le B, ben je suis obligé que ce soit A, B, C. Je n'ai pas d'autres traces possibles pour cette opération-là. Si
on fait un contre-exemple à celui-là. Attendez une seconde, il faut que j'aille chercher mon petit iPad. Donc, on va montrer un contre-exemple pour bien voir qu'est-ce qui est possible. Donc, il faut que je vous partage ça ici. On fait les choses. On vous partage cet autre écran. Comme ça. Est-ce que je peux avoir confirmation que vous voyez un iPad en ce moment? Oui. Yeah! Excellent. Donc, ici, on va se faire un autre exemple. Ici, on va mettre B. Comme ça. Donc, on a deux partenaires d'interaction. Puis, on a ici, OK, un premier élément A, un élément C, puis un élément B. Ben là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que, chronologiquement parlant, il faut absolument que le B soit après le C. Puis, on peut voir que, chronologiquement parlant, le B doit être après le A. Mais dans celui-là, on n'a pas de lien entre le A et le C. Donc, si je regarde les traces possibles de celui-là, je vais avoir A, C, B, ou sinon C, A, B. Donc, ces deux traces-là respectent le fait que le A est avant le B, le C est avant le B, puis même chose ici, le C est avant le B, le A est avant le B. Donc, juste en changeant où je mets les différentes traces, ou avec qui je connecte à quel moment, okay, c'est seulement à l'intérieur de la même ligne de vie qu'on est capable de dicter les interactions temporelles. Si par défaut, entre les deux, il y a un décalage, mais il n'y a pas de lien entre les deux, on ne peut pas garantir, ou en fait la modélisation n'implique pas que c'est plus tard, par défaut. Donc, il faut faire attention à ça. Parfait, on revient avec notre diapo. On va voir qu'il y a différents types de messages possibles quand on travaille. Donc, la flèche qu'on fait entre les différents partenaires d'interaction a une implication. Donc, quand j'ai un message qui est synchrone, ça veut dire que la personne qui émet le message s'attend à avoir une réponse, avant de continuer. On va voir que ça va être une flèche, avec l'embout qui est plein. À partir de là, habituellement, dans le nom du message, il va y avoir ici, comme le nom de la méthode avec différents paramètres possibles. On va avoir ici des messages asynchrones. Donc, ceux-là, c'est je l'envoie, puis je m'attends pas à recevoir une réponse de mon destinataire. Donc, on va voir que celui-là, c'est la majorité des messages qui vont être représentés ainsi. Puis celui-là, même principe, on va avoir le nom de la méthode suivi d'une liste de paramètres quand on veut représenter ça comme étant une méthode appelée d'un objet quelconque ou d'un rôle quelconque. Puis quand on va avoir ici un message synchrone, on va avoir souvent un message de réponse qui va venir avec. Donc le message de réponse, son principe, c'est de dire, ben, tu m'as demandé quelque chose,
voici la réponse qui est le retour de ton message initial. Donc, ce qu'on va avoir ici, c'est, bon, le message auquel je réponds, donc le même message avec mes différents paramètres. On va avoir 2 points suivis de la valeur de retour. Ok, donc si dans notre description, on est spécifique puis on dit voici exactement la valeur de retour, si on sait c'est quoi. Mais si on sait pas c'est quoi, souvent ce qu'il va y avoir, c'est une partie qui est le message attendu. Okay? Donc le ATT est égal, ça veut dire que le résultat, je l'assigne dans cette nouvelle variable-là que je vais pouvoir utiliser. Les messages de réponse, on voit qu'on va utiliser une ligne pointillée suivie d'une flèche ouverte. Fait que si on fait juste regarder ça, puis on revient à notre exemple de départ, ben quand on demande dans une application des informations à une base de données, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une ligne avec l'embout plein, donc un message synchrone qui demande à ma base de données « Hey, envoie-moi des données. » Ok, je m'attends à recevoir une réponse à cette communication-là. Puis, à ce point-là, la base de données a un retour, donc une ligne pointillée avec l'embout vide, qui va dire, ben, le retour de ton getData, je l'assigne dans X. Okay? Parce que ici, on peut pas dire spécifiquement ça va être quoi le retour, on n'a pas modélisé la requête spécifique, donc on n'est pas capable de dire c'est quoi la valeur de retour, mais on est capable de dire le résultat, je vais le mettre dans X, tu peux utiliser X par la suite pour représenter le résultat de ce message-là. Donc, on va voir que les messages synchrones puis les réponses, habituellement, quand on a un appel de méthode qui a un retour, mais la majorité des messages, ça va être des messages asynchrones qui sont juste des appels de différentes méthodes au fur et à mesure qu'on avance dans notre diagramme de séquence. Il y a certains messages spécialisés pour la programmation orientée objet. Donc, on va avoir ici un message de création d'objets. Donc, je suis capable de créer un nouvel objet, un nouveau rôle dans mon diagramme de séquence. On va utiliser une réponse parce que c'est le résultat habituellement d'un new. Là, donc, on va voir dans le diagramme de séquence une petite ligne pointillée. On y donne le mot-clé new comme nom de méthode. Puis à partir de là, on va pouvoir créer un nouveau partenaire d'interaction avec sa propre ligne de vie qui va pouvoir commencer à émettre différents messages. À l'inverse de la création d'objets, on va avoir la destruction d'objets. Donc, la destruction d'objets, ben, ce que ça me permet d'avoir, c'est de dire, après ce moment-là, l'objet arrête d'exister, l'objet est détruit, j'en ai plus besoin. Donc, dans les langages que vous faites en ce moment, c'est pas quelque chose qui est si important que ça, parce qu'il y a du garbage collection, là, des vidanges qui permettent de savoir quand est-ce qu'un objet est utilisé ou pas, mais dans d'autres langages de programmation, mettons en C++, c'est au programmeur de décider quand est-ce qu'un objet doit être détruit manuellement. Donc, c'est intéressant de le représenter dans le diagramme de séquence. Fait que on a ici un exemple où c'est qu'un professeur peut créer un nouveau examen. On a une date qui est émise à l'examen, puis après 2 semaines, on va aller chercher les différents examens, les différents étudiants qui sont pour cet examen-là, puis après ça, la date de l'examen n'a plus besoin d'exister. J'ai ma liste d'étudiants, fait que je peux détruire cet objet-là au besoin. Fait qu'on a cette représentation-là qui est possible avec les messages. On va aussi avoir des messages anonymes. Donc, habituellement, on va toujours représenter un message, une flèche qui va partir d'un partenaire allant vers un autre partenaire, parce qu'on veut modéliser le système complet qu'on est en train de gérer. Mais c'est possible de modéliser des éléments externes ou des éléments anonymes qui vont venir de l'extérieur.
Donc quand on a ça, ça va... là ici, le diagramme est un petit peu trop rapproché, mais on va avoir ici un point, okay, qui vient de nulle part, comme le diagramme de Lost ici à droite, qui va nous indiquer que ça vient de quelque part de l'extérieur, ok? Je sais pas de quel rôle, je sais pas de quel objet, mais ça va être un message que tu vas recevoir. Ok? Puis à partir de là, tu peux traiter ce message-là comme tu as besoin. Donc on va avoir des messages trouvés, donc qui viennent de l'extérieur puis qui rentrent dans mon système que je veux représenter dans mon diagramme de séquence, ou sinon des messages perdus, que c'est mon affaire qui envoie un message à un système externe, à quelque chose que moi je traite pas, puis c'est un message qui est envoyé un peu dans le néant, okay? Que c'est pas moi qui va gérer, que c'est pas moi qui séquence, que c'est pas moi qui travaille avec. Donc pour représenter ces éléments anonymes-là, ben soit le bord de la flèche qui est dans le vide va avoir un point rempli. On peut avoir des messages chronophages. Donc ça c'est juste dire que ça prend du temps. Okay? Donc un message chronophage, c'est un message qui va prendre une certaine durée. Habituellement, on considère que l'envoi puis la réception de messages est quasi instantané. Ben, quand on a un message qui est supposé prendre du temps, donc il faut comprendre que dans notre algorithme, ça peut prendre du temps entre l'émetteur puis le récepteur que le message soit transmis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on décale, comme on a dans le diagramme à droite, la flèche. Okay? Donc on la décale verticalement pour qu'elle ne soit pas droite. Donc si la flèche est penchée, ben ça veut dire qu'il y a une temporalité à l'émission puis la réception de messages. L'endroit où c'est le plus souvent représenté, okay, les messages chronophages, ça va être dans les diagrammes de séquence en réseautique. Okay, puisque le réseau a un temps de transmission, donc quand moi j'envoie des paquets de mon ordinateur à un serveur, ça prend du temps à revenir puis de communiquer ensemble. Donc la majorité des diagrammes de séquence en réseautique ont des messages chronophages. Si on représente l'interaction des messages à l'intérieur d'un système, d'un programme, d'un logiciel, okay, où c'est qu'on a des objets, puis les objets font des appels entre eux autres, on va utiliser juste la ligne droite parce que on va dire que le temps de message, okay, est presque est négligeable, minime, négligeable. Ok, on n'a pas besoin de vraiment le regarder plus qu'il faut. C'est ça qui nous permet de travailler avec ça. Parfait. Excellent. Donc, dans le besoin, si on regarde en bas à droite, quand on a un message chronophage, on peut indiquer le temps que ça va prendre. Okay? Donc, entre accolades, on peut avoir le temps minimum, le temps maximum. Okay? Donc ici, ça dit que ça prend 2 à 3 jours avant de recevoir une réponse à notre demande d'inscription. Donc, c'est comme ça que je peux modéliser puis comprendre le système qui est en bas à droite. J'ai un étudiant. Okay? L'étudiant commence puis envoie un message d'inscription à notre système d'administration étudiant. Puis on peut voir que la réponse peut prendre de 2 à 3 jours avant d'être reçue par l'étudiant. Parfait. On va... après ça, on tombe dans le bloc principal qui va être les fragments combinés. Fait que je pense que c'est un excellent moment de prendre une première petite pause. Donc, on peut prendre une pause, mettons, de 15 minutes, ce qui ferait en sorte qu'on reviendrait vers 9h35. Donc, nous sommes de retour. On va commencer la partie la plus complexe, profonde, en tout cas le plus gros bloc qu'il y a dans les diagrammes de séquence, qui vont être les fragments combinés. Donc, le principe des fragments combinés, c'est de représenter les différentes structures de contrôle.
Donc, les structures de contrôle, c'est un terme qui est utilisé pour gérer le flow d'instructions, habituellement, ou le flow d'événements, ou en tout cas le flow de whatever. Donc, les structures de contrôle, quand on considère ça dans, mettons, un langage de programmation, ben, on va parler des conditionnels if, des book for, des book while, donc tous les éléments qui vont diriger le flux de tes instructions, c'est des structures de contrôle, parce que ça contrôle où c'est qu'on s'en va par la suite. Donc, les fragments combinés, leur principe, c'est de représenter différentes structures de contrôle. On va voir qu'il y en a beaucoup qui sont semblables à ce qu'on connaît en programmation, mais le principe, c'est de l'avoir d'une manière séquentielle. Donc, j'ai des blocs qui sont nommés. Les blocs vont être un peu les opérateurs. Donc, on a l'opérateur alt ici, puis l'opérateur loops qui est représenté. On a après ça, à l'intérieur du bloc, différentes opérandes. Donc, en gros, les différentes parties qui sont représentées à l'intérieur du bloc alt. Puis, on va voir que les différentes opérandes, les différentes parties de cette opération-là, vont être représentées à l'intérieur de pointillés. On peut aussi avoir, comme on a en programmation, des structures de contrôle imbriquées. Si c'est un while, ben à l'intérieur du while, tu peux avoir un if. Même principe, ou l'inverse. Donc ici, j'ai un bloc alt qui a deux opérandes. Donc on peut voir à gauche les deux opérandes. Puis après ça, on a à l'intérieur les différents opérateurs. Fait que on a à l'intérieur de notre deuxième opérande de mon bloc alt un bloc loop. Donc en ce moment, on pourrait dire que le loop est imbriqué dans le alt. Parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que là ici, ce qu'il faut voir, c'est quoi les différents opérateurs possibles, qu'est-ce qui implique, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Fait qu'on va voir qu'on en a 12 à voir, puis ils sont segmentés dans 3 sections différentes. Donc, dans le premier, on a les différentes les embranchements puis les boucles. Donc, qu'est-ce que nous, on reconnaît comme étant des if, puis des while, puis des for. Donc, on va avoir le alt, le up, le loop et le break, qui va représenter différentes structures de contrôle. Le alt et le up, ça va être des conditionnels. Le loop, ça va être une répétition. Puis le break, ça va être un sectionnement pour être capable de sortir de l'emplacement courant. On va avoir 4 autres fragments combinés pour de la concurrence puis de l'ordre d'opération. Donc, on va avoir ici le sec et le strict qui viennent ensemble pour un ordre faible ou un ordre strict. Puis, on va avoir le pair et critical pour avoir des instructions qui sont soit simultanées ou critiques ou qu'on dit atomiques. Donc, pour le comportement, on a le sec et le strict, puis pour l'ordre, on a le pair et le critical. Puis après ça, on va avoir différents filtres, puis des assertions, qui vont me permettre de soit filtrer certains messages, donc dire c'est quoi les messages qui sont importants ou pas importants, puis après ça, les affirmations, les assert en anglais, qui permettent de dire, ben ça, il faut absolument que ce soit de telle manière, sinon il y a un problème fondamental, il faut tout arrêter, il y a quelque chose qui est en train d'exploser à l'intérieur. Fait que ce qu'on va faire dans la prochaine heure, ça va être de regarder chacun de ces fragments combinés-là, voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, puis comprendre qu'est-ce que ça implique comme utilisation. Fait qu'on commence avec notre premier, qui est notre alt. Donc, le alt, c'est un homologue à un switch en Java. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir des séquences avec différentes alternatives.
Donc ici, j'ai un bloc alt ici à droite, là. Donc on peut voir ici, j'ai le bloc alt. Puis à l'intérieur du bloc alt, en ce moment, j'ai 3 opérandes. Okay? Donc j'ai 3 embranchements possibles pour mon élément alternatif. Puis on peut voir donc le premier, où c'est que j'ai le status égal à OK, puis après ça, il y a le register OK. Après ça, il y a le status waiting list free, qui est le register WF, puis le up dedans. Puis comme troisième, on a le else avec le register error. Donc, ce que ça implique, ça, c'est que quand on a un alt, c'est qu'il y a juste une des 3 séquences, un des 3 blocs pour qui va pouvoir être exécuté. Ici, Kevin, il fait valoir que, OK, ben pourquoi est-ce que tu n'as pas juste appelé ça un switch à la place? Le principe, c'est que, en fait, c'est les langages modernes qui ont décidé d'utiliser des nouveaux termes. OK? Donc, dans les fondements de l'informatique, quand on parle de séquences alternatives, c'est le mot qui est utilisé, puis le UML prend comme les fondements du début de l'informatique. Puis après ça, il y a eu du monde qui ont commencé à faire des langages de programmation, puis qui ont dit « fuck off, moi j'utilise pas ces mots-là ». Puis on a eu comme une deuxième branche de fondement qui vient du C. Donc le C a mis beaucoup de choses sur la table qui étaient des nouvelles manières d'écrire les choses, des nouvelles manières de représenter les choses, qui n'était pas la manière standard dans l'état de l'art, parce qu'ils trouvaient que c'était lettre puis que c'était pas les bons mots. Fait qu'il y a comme eu 2 écoles qui ont continué à avancer, puis là on est pogné à essayer d'avoir comme un peu des deux en même temps. Ici, ce qu'on va avoir donc, c'est le principe de les éléments sont mutuellement exclusifs. OK? Donc, c'est pas directement comme un switch parce que il n'y a pas d'ordre dans lequel je vais les faire. Fait que c'est pas littéralement un switch. Hein? Le switch, lui, regarde chacune des valeurs sur l'égalité. Là, lui, il va aller regarder chacune, mais il faut que ça soit impossible qu'il y ait 2 cas qui peuvent marcher en même temps. OK? Donc, parce que le principe du switch, c'est qu'on va avoir une condition de garde. Donc, on a le même principe ici. Les conditions de garde sont entre crochets carrés, hein, comme on avait dans notre diagramme d'état. Donc, on peut voir ici que dans notre alt, okay, on a nos 3 opérandes. La première, ben, on va là si le statut est OK. Le deuxième, on va là si le statut c'est waiting list free. Puis le troisième, ben, c'est le else qui nous dit, ben, s'il n'y a aucun d'autre cas, c'est par là que je vais. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un if normal, c'est pas un switch normal. La séquence des opérandes n'a pas d'importance. Okay? Donc, il va pas aller tester le premier, puis c'est seulement si le premier est pas bon qu'il va aller tester le deuxième. Chacun des opérandes doit être mutuellement exclusif avec les autres. Fait que c'est pour ça que d'utiliser un langage qui est plus ciblé et plus adéquat. Fait que on a la condition de garde. Si la condition de garde est bonne, on va aller faire la séquence à l'intérieur. Puis on ne descend pas non plus. Là, okay? Donc c'est soit qu'on fait le register OK, soit qu'on fait le register waiting free avec le opt, soit on fait le register error. C'est un des 3 qu'on va envoyer comme message, ou en tout cas qu'on va continuer comme fil d'événements. Il n'y a pas d'autres possibilités. Une fois qu'on a passé au travers notre opérande spécifique qu'on a sélectionné avec la condition de garde, on continue dans notre fil de vie normalement. Fait qu'on continue après le alt, comme un if, on continue après le if. Parfait. Fait que ça me permet d'avoir des alternatives. Okay. Ensuite, on va avoir un deuxième qui est aussi pour des conditionnels. Okay. Donc, on avait le premier, puis évidemment le else, faut avoir... ah oui, aussi, le principe du alt, c'est qu'il faut au moins en avoir 2. Tu peux pas avoir un alt qui est juste un cas. Okay? Parce que sinon, tu ferais juste l'écrire normalement. Je pense que j'ai tout dit qu'est-ce qu'on avait à dire là-dessus. Deuxième élément
facultatif possible, c'est le OPT. OK? Donc, le optionnel. Donc, pour le optionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, lui, ça représente quelque chose qui peut soit être vrai, soit être faux. OK? Donc, c'est juste un if tout seul, pas de else, qui peut juste soit être exécuté, soit ne pas être exécuté. Donc, le opt a seulement un opérand, donc on a juste un bloc à l'intérieur. Puis, à partir de là, on a une condition de garde à côté, qu'on évalue quand on est rendu là. Si la condition est bonne, on peut aller faire les instructions qui sont à l'intérieur. Si la condition n'est pas bonne, on fait juste sauter par-dessus, puis continuer normalement. Parfait. Donc, si on regarde celui-là, je vais le reprendre, puis on va le regarder un petit peu sur mon iPad. Fait que je veux partager. Je veux partager. Je veux partager. Qu'est-ce que je veux partager? Tu es pas là? J'ai dit je veux partager mon iPad. Excellent. On a ici cet élément-là. On va le mettre à droite parce que je suis un merveilleux gaucher. Donc, si on regarde les traces possibles qui se passent ici. Fait que ici, je vais juste donner des... on va les mettre en bleu, ça serait plus visible. C'est des... Donc, si je regarde les traces possibles que mon système peut prendre. Fait que quand je vais commencer, quand je regarde, ben ici, avant de pouvoir faire ça, il faut que j'aille été faire celle-là, puis avant d'avoir faire celle-là, donc je sais que c'est certain que je vais avoir mon A avant quoi que ce soit d'autre. Fait que quoi qu'il advienne, j'ai le droit d'avoir un A. Ensuite, on peut voir qu'on a le B puis le C qui vont se suivre un après l'autre. Fait qu'on va toujours commencer, puis on va toujours avoir le ABC. À partir de là, on a le choix. Donc, première possibilité, si... Fait que là, on arrive ici, puis on rentre dans notre alternative, puis là, on va aller regarder les 3 conditions de chacune de mes opérandes de l'alternative. Puis, dépendamment de qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, je vais décider qu'est-ce qui vient avec. Effectivement, ici un autre commentaire pertinent. Si on n'utilise pas des mots compliqués, ben le monde va être capable de prendre leur job en sachant que c'est facile pour de vrai derrière. Toujours se rappeler ça. Donc, on revient ici, puis là, ça va dépendre de si c'est OK, si notre statut est à waiting list et autrement. Fait que si un premier choix possible, ça se peut qu'on aille à D. Donc, si le choix est OK, ben on a la réponse qui va être à D. Sinon, on va avoir le même début. Puis, si on fait le plus facile, là, on va aller tout de suite faire le dernier ici. S'il n'y en a aucune des deux réponses qui est possible, on va avoir un résultat d'erreur. Donc, on va aller dire c'est J qui s'est passé. Si on continue, on a notre ABC. Puis, on arrive ici. Donc, on sait qu'il va y avoir le E. Puis, après ça, il va y avoir un cas optionnel.
Donc, on va voir le E. Puis, le cas optionnel dit, est-ce que je me suis enregistré sur la waiting list? Ben, ça se peut que je me sois pas enregistré. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je termine tout de suite, je saute par-dessus, puis je sors de mon élément. Mais dernière trace possible, je rentre dans C. Fait que ici, on saute comme ça, on fait notre E, on rentre ici, puis c'est à true. Fait que là, ici, je vais pouvoir suivre celui-là. Fait qu'on va voir ici le F, le G, le H, le I. Le I va de l'autre bord. Donc ici, on a un exemple de c'est quoi le genre de trace qu'on peut avoir pour un système avec des fragments combinés d'embranchement. Excellent. Celui-là. Prochain type de fragment combiné possible, ça va être par rapport aux boucles. Donc, la boucle va nous permettre de travailler avec une séquence d'événements qui doit être répétée. Okay? Donc, encore une fois, le mot loop, c'est la version initiale pour représenter des boucles. Okay? Donc, avant qu'on appelle ça des while, puis avant qu'on appelle ça des for, c'est sûr qu'on appelle ça des loops. Donc, on va avoir un seul opérand, donc on va avoir juste une séquence d'événements à l'intérieur de la loop, mais le principe, c'est qu'avec la loop, on va avoir une série de répétitions possibles. Donc, avec le mot-clé loop, on va avoir une parenthèse avec deux valeurs à l'intérieur. Donc, une première valeur qui est le minimum, une deuxième valeur qui est le maximum. Donc, soit qu'on l'affiche avec des 2 points, ou soit qu'on le délimite avec une virgule, les deux sont fonctionnels. Je peux aussi avoir un étoile pour représenter qu'il n'y a pas de limite supérieure. Donc, en gros, si j'ai juste une étoile, c'est que je peux aller de 0 jusqu'à l'infini. Okay? Si on regarde en bas à droite, là, on a les différentes notations alternatives. Donc, j'ai un premier qui dit que si je vais de 3,8, ça veut dire que ça va de 3 à 8. Je peux aussi l'écrire de 3.8 avec ma loupe. Si j'ai une loupe qui va de 8 à 8, donc la loupe va s'exécuter exactement 8 fois, je n'ai pas besoin de le marquer 2 fois, j'ai juste besoin de marquer le nombre une seule fois. Si je fais juste marquer loop, okay, c'est la même chose que de marquer loop avec une étoile, qui est la même chose que de marquer loop avec 0 étoile. Fait que ça veut dire que la loupe peut se faire aucune fois, ou jusqu'à une infinité de fois. Si on a besoin d'avoir une condition pour que ce soit plus comme un while, parce que le principe de la loop, par défaut, c'est juste qu'elle boucle un nombre de fois précis. Si j'ai besoin d'avoir une condition de garde qui va être évaluée à chaque fois que je fais le nombre minimum d'itérations, on termine la boucle, je peux avoir la condition de garde qui va être encore une fois à gauche entre crochet carré à l'intérieur de mon élément. Fait que ici, j'ai, dans mon exemple, une boucle où c'est que je vais avoir deux messages que je vais pouvoir répéter, que je répète de une à une infinité de fois. Puis une fois que j'ai fini la répétition, j'ai un dernier message qui est envoyé entre les deux. Quand je travaille avec une boucle, souvent, on va vouloir briser la boucle, okay, sous une certaine condition, mais avec un cas particulier. Donc, on peut avoir le break. Donc, notre prochain fragment, c'est le break, qui me permet de gérer une exception.
Donc, le principe du break, c'est qu'on peut avoir ici une condition de garde, qui est un peu comme une conditionnelle. Puis, quand on rentre dans le break, puis que la conditionnelle de la garde est vraie, on exécute les différents événements, puis après ça, on casse le prochain bloc dans lequel on se retrouve. Donc, si j'ai l'exemple suivant, ok, donc j'ai mon A, j'ai mon B, ok, je commence à déchange, j'ai mon message A, je rentre dans mon sec, qui est une séquence, on va voir dans quelques instants comment est-ce que ça marche, la séquence. Puis, dans la séquence, je rentre dans le break, puis je dis, si le A est plus petit que 1, je rentre dans le break, j'envoie le message B, j'envoie le message C, puis là, en sortant du break, je vais sortir du prochain bloc, du prochain niveau dans lequel je suis. Fait que le message D va sauter complètement, puis je vais continuer au prochain niveau de bloc qui va faire en sorte que j'ai le message E qui va être envoyé. Donc, pour cet exemple-là, on a le break qui est capable de briser notre bloc sec. On est capable aussi de l'avoir dans un bloc implicite. Fait que si on se donne un autre petit exemple, j'ai un exemple où c'est que je veux m'authentifier sur ma plateforme d'administration. Donc, j'ai une boucle qui me dit tant que j'ai pas le bon mot de passe, j'essaye d'avoir le login, puis le login va checker mon nom et mon mot de passe dans la base de données, savoir si c'est bon ou pas. Ici, en passant, on a des éléments qui semblent demander des réponses. Hein? Donc, tu sais, quand je fais un login, sûrement que le student qui s'attend à recevoir une réponse, savoir si le login a été bon ou pas. Même principe quand le système administratif fait une requête à la base de données, sûrement qu'il le demande, puis qu'il s'attend à une réponse. Quand c'est implicite, quand c'est évident qu'il va y avoir une réponse, on n'est pas obligé de la mettre. Donc ici, on peut voir que ça fait le check à la database, puis on assume qu'il y a eu une réponse qui venait avec, okay, du fait que c'était synchrone. Hein, parce qu'on avait la flèche avec l'embout plein. Fait qu'on a une boucle qui va de 1 à 3. Donc le loop 1 à 3 me dit que je vais essayer au moins une fois, puis jusqu'à 3 fois pour avoir un mot de passe qui n'est pas erroné. Fait qu'après ça, quand je continue, ben, j'arrive dans un break qui me dit est-ce que j'ai encore un mot de passe erroné? Donc, comment est-ce que je peux interpréter ce modèle-là? C'est de dire, ben, je vais essayer jusqu'à 3 fois mon mot de passe. Puis, si après 3 fois, il est encore erroné, ben, je vais avoir un break. Fait que ça va faire en sorte que, puisque là, en ce moment, je ne suis pas dans aucune machine spécifique, ça va juste arrêter le système au complet. Donc, ça va sauter par-dessus le register, ça va sauter par-dessus le enter, puis ça va juste m'envoyer le message d'erreur, puis arrêter tout ce que j'essayais de faire. On va aussi voir que le break est utilisé dans le fragment sec pour une séquence. En fait, par défaut, quand je n'ai pas de boîte dans mon diagramme de séquence, c'est comme si j'avais une boîte qui est marquée sec. Donc, la boîte de séquence, c'est une séquence standard, une séquence par défaut, donc qui indique que les éléments sont asynchrones à part dans leur ligne de vie, dans leur trace de vie respective. Donc, la boîte sec est habituellement utilisée avec d'autres boîtes. Parce que juste d'avoir la boîte sec toute seule, ça fait pas grand-chose. Mais juste pour représenter ici, puis revenir sur les possibilités de la synchronisation des événements. Quand je regarde les traces possibles pour le système suivant, on dit, une première trace possible, c'est que je commence à A, après A, je m'en vais à B, puis après ça, j'ai mon C, j'ai mon D, j'ai mon E, fait que je vais juste le lire chronologiquement. Mais je peux très bien avoir
mon A suivi de mon C. OK? Parce que j'ai pas de synchronisation qui va relier les deux en ce moment. Je peux juste voir que tant que tout se passe avant D, j'ai pas de problème. Fait que je pourrais avoir mon A suivi de mon C, suivi de mon B, puis après ceux-là le D, puis après ceux-là le E. Puis même, je pourrais avoir le C en premier, suivi du AB. Le AB, par exemple, eux autres, il faut qu'il soit séquentiel parce que la ligne est reliée par la même ligne de vie. Puis après ça, j'aurais quand même mon DE à la fin, qui sont reliés ensemble. Donc quand on a des séquences, il faut faire attention à la synchronisation des événements. Une séquence par défaut n'a pas de lien direct, à moins que ce soit relié dans la même ligne de vie. On a, mais comme je l'ai dit, quand j'ai pas de boîte, c'est la même chose que si j'avais juste une boîte qui est marquée sec. Donc habituellement, la boîte de séquence est utilisée avec d'autres éléments, d'autres fragments. Fait qu'ici, on aura un exemple où j'ai une séquence, OK, qui dit « Je suis supposé m'enregistrer pour l'examen », puis ensuite, si je saute par-dessus mon fragment break en ce moment, là, donc je m'enregistre pour l'examen, puis après ça, je me fais examiner pour l'examen, OK, je suis l'examen. Ben là, ici, ce qu'on a, c'est que entre les deux, on va avoir un break qui dit, ben, si j'ai pas de place, je vais me réserver une place, mais à cause du break, je ressors de la boîte au prochain niveau. Fait que je vais casser la boîte sec, je ne ferai pas le examen, puis je vais tout de suite descendre à l'info. Donc, le principe de la boîte sec, c'est la boîte comme par défaut qui est comme tout le temps là implicitement. On va la marquer nous-mêmes, on va l'ajouter quand on va habituellement la combiner avec d'autres fragments possibles. Parfait. On continue avec ça. On a les fragments, l'inverse du fragment séquence, qui est le fragment strict. Donc, le fragment strict, il va avoir plusieurs opérandes à l'intérieur. Puis, ce qu'on dit, c'est que un opérande va être exécuté au complet avant d'exécuter le deuxième opérande. Donc, quand je suis sur strict, le principe, c'est que les différentes opérandes vont être gérées séquentiellement. Donc, plus tu es haut dans le strict, plus tu vas être exécuté avant. À l'intérieur de l'opérande elle-même, c'est quand même une séquence normale. Okay? Donc, si à l'intérieur de l'opérande, il y a des choses qui peuvent se passer de différents ordres, c'est quand même possible. Okay? Donc, un exemple où je dois utiliser le strict. Okay? Donc, j'ai, mettons, un étudiant qui s'enregistre pour un examen dans mon système, puis le professeur va imprimer l'examen à l'imprimante. Si je n'avais pas la boîte strict en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, puisqu'il n'y a pas de ligne de vie qui communique, on va avoir la possibilité d'imprimer l'examen avant que l'étudiant se soit enregistré. Ça, c'est si on n'avait pas la boîte strict. Puisque nous, on veut forcer le fait, même s'il n'y a pas de lien direct entre les lignes de vie, que l'étudiant doit s'enregistrer avant d'imprimer l'examen, ben, on va utiliser la boîte strict. On va dire, le premier bloc en haut, ça va être pour le register. Le deuxième bloc, ça va être pour le print. Donc, le strict, c'est l'inverse du sec. Ça a un ordre strict d'opération. Alright. Ensuite, on va avoir le principe de éléments parallèles. Fait que le principe du par, c'est que entre les différentes opérandes, on va mettre de côté les ordres chronologiques. Donc, à l'intérieur de celui-là, on va être capable de faire les chemins, okay,
de manière parallèle. Donc, ça nous permet de, en fait, enlever des restrictions habituelles. Fait qu'ici, si on regarde qu'est-ce que ça l'implique, ben, on peut voir que on a un paquet de traces possibles, puis à l'intérieur des traces, les seules règles qu'il faut suivre, c'est que A suit B. Fait que si on regarde dans toutes les traces, A va toujours être suivi de B plus tard, pas nécessairement immédiatement après, mais juste plus tard. Puis le CDE va être dans cet ordre-là, mais encore une fois, l'ordre dans lequel ça va se passer est pas indiqué. Puis les deux ensemble peuvent être faits de manière complètement parallèle. Okay, donc ici, on peut avoir le ABCDE, mais on peut avoir le CDE AB. Okay? Donc, tant qu'à l'intérieur du même bloc, l'ordre est construit, on peut après ça mix and match pour dire je peux suivre n'importe quel ordre, je peux faire avancer mes éléments de manière concurrente. Fait que le parallèle me permet d'avoir différentes actions qui travaillent ensemble, donc il faut toutes qu'ils soient terminées ensemble, mais que l'ordre à l'intérieur de cet ensemble d'opérations n'est pas important. Fait qu'ici, on a comme exemple, ben, quand on a notre étudiant, puis on a notre système administratif, l'étudiant va m'amener demander des choses au professeur, puis va après ça, après avoir demandé au professeur des informations, va s'enregistrer à notre cours. Mais pendant ce temps-là, à n'importe quel moment, je peux avoir le professeur qui annonce un examen, puis le professeur qui réserve une salle de cours. Mais l'ordre dans lequel les choses se passent n'est pas défini. Ça pourrait commencer avec réserver la salle de cours, l'étudiant fait le query, j'annonce l'examen, puis je m'enregistre dans le cours. Donc, tant qu'à l'intérieur de l'opérande, je réponds à mes différents critères, je suis correct. Fait que le parallèle va créer beaucoup de traces possibles. Si on le refait celui-là, juste pour se demander les traces possibles qui viendraient avec. Hugo. Oui. Donc celui-là, le parallèle, ça c'est le plus proche dans le fond du multithreading qu'on pourrait dire. Pas nécessairement du multithreading, c'est juste que l'ordre est pas défini, mais ça veut pas dire que c'est pas dans une séquence quand même. Ok, donc il y a une différence entre la séquence puis l'ordre de la séquence possible. C'est pas inhéremment du multithreading qui se passe ici. Là. Si, mettons, on regarde justement en B, C, D, on va faire nos différentes traces. Wow! Je suis pas capable d'écrire traces. Fait qu'on peut avoir le plus simple qui nous dit A, B, C, D. Ça va bien. On peut avoir, par exemple, l'inverse. On peut avoir le D, le C, le A, le B. En fait, on peut avoir n'importe quelle des configurations possibles de ABCD tant que le A est avant le B. C'est le seul critère qu'il faut que je respecte. Fait que je peux avoir... ici, on est... ça, c'est B. Si on essaie de toutes les faire, on peut avoir A, B, D, C, A, C, B, D, A, C,
D, B. C, B, D. Donc, dans tous ceux-là, tant que le A et le D, le A et le B se suivent, on les a toutes de correct. C, D, A, B, puis là, il y en a d'autres là. Donc, pour le parallèle, c'est le principe que tant que à l'intérieur de chacun des opérandes, tu suis la séquence, t'es correct. Fait qu'ici, bonne question, on demande, si je vais juste la relire, parce que j'ai pas ma fenêtre ouverte, on dit pourquoi est-ce que le A est obligatoirement avant le B, mais pas le C avant le D? Parce que dans le bloc parallèle, chacune des opérandes, okay, peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc, en gros, ces blocs-là, ils sont interchangeables entre eux autres. Okay? La seule chose qu'il faut respecter, c'est l'ordre à l'intérieur du même opérand. C'est pour ça que la seule règle que je dois suivre pour ce schéma-là, c'est que le A arrive avant le B. Parce que ici, ces barrières-là font en sorte que tout ça, ça peut aller comme n'importe où, au-dessus ou en dessous, c'est pas grave. Le seul critère qu'on a vraiment, c'est en fait juste celui-là ici, là, qui nous dit que je vais avoir le A, puis je vais avoir le B. Le restant n'a pas d'importance chronologiquement. C'est ça que ça nous permet, le bloc par, pour du parallélisme. Est-ce que c'est plus clair, Lauriane? Excellent. Parfait. Donc, on va avoir le même principe, mais qui va être représenté d'une différente manière, qui va être le principe de corégion. Oups, il faudrait que je remette la diapo pour être capable de se rendre jusque-là. On remet les diapos. On est rendu à part. Excellent. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir cet exemple-là de, mettons, d'éléments parallèles. Puis il y a plein d'éléments qui vont être parallèles ensemble. Okay, donc, encore une fois, le principe du parallélisme, c'est de dire, je sais que tous ces éléments-là vont arriver dans un bloc commun avant de pouvoir continuer, mais l'ordre spécifique de chacun de ces éléments-là a vraiment pas d'importance. Quand je commence à avoir un paquet d'éléments possibles, ce que je peux faire, à la place d'avoir un bloc parallèle, c'est d'avoir ce qu'on appelle une corégion. Donc, le principe de la corégion, c'est de dire tout ce qui se passe à l'intérieur de la corégion peut arriver de manière non représentée par l'ordre que j'ai défini dans ma ligne de vie. Donc, à l'intérieur d'une même ligne de vie, à place d'avoir un bloc de parallélisation où c'est que tu aurais genre 6 opérandes avec tous des pointillés, la version simplifiée, c'est d'avoir une corégion. Fait que la corégion, on va regarder un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec. Donc, la corégion, ce que ça l'indique, c'est que la ligne de vie qui est entre crochets. Donc, on peut voir ici que la ligne de vie qui nous dit le professeur, okay, peut recevoir des queries, peut envoyer des
des examens peut réserver un hall de lecture, mais tous ces messages-là n'ont pas d'importance dans leur ordre chronologique. Donc, en gros, c'est exactement le même qu'on a représenté ici, mais avec la corégion. Donc, qu'est-ce que le professeur reçoit ou qu'est-ce que le professeur émet n'a pas d'importance parce que je l'ai mis à l'intérieur de la corégion qui est des braquettes carrées à 90 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'étudiant, lui ne fait pas partie de la corégion, fait que lui, quand il va faire le query, c'est après le query qu'il va faire le register. Donc, ça représente vraiment la même chose qu'ici, mais d'une manière un petit peu plus conviviale. Parfait. Fait que on a la possibilité d'avoir des éléments parallèles, hein? Donc qui peuvent se passer à n'importe quel moment à l'intérieur de notre séquence. L'inverse, c'est les opérations atomiques. Donc l'opération atomique, c'est un fragment qui s'appelle critical. Donc le fragment critical, qu'est-ce que ça dit? C'est que quand je rentre dans ce fragment-là, je suis automatiquement obligé de passer au travers toutes les affaires de ce fragment-là avant de pouvoir continuer. Donc, c'est comme l'inverse de notre parallèle. Donc, quand je regarde ici notre exemple, où c'est que j'ai un bloc parallèle, hein? Donc, on voit qu'on a un AB dans notre première opérande de notre parallèle, puis dans notre deuxième opérande de notre parallèle, on a un bloc critique, puis après ça, on a un E. Habituellement, le CD va se faire, mais je pourrais être intercalé de mon A et B, comme on avait vu tantôt dans le bloc parallèle. Là, avec le fragment critique, ce que ça dit, c'est que c'est une opération qu'on dit atomique. Donc le mot atomique, ça veut dire que l'ordre ne peut pas être modifié. Il faut absolument que ça soit exactement comme ça soit écrit. Aucune dérivation possible, aucune inclusion, aucune exclusion possible. C'est ça le principe derrière le mot atomique en informatique. Donc quand on regarde les traces possibles, on peut voir que quand on commence le C, immédiatement après le C, il va y avoir le D. On n'a pas le choix, c'est tout de suite C suivi de D parce que c'est dans un bloc critique. Donc, on peut avoir notre AB, CDE, ça va bien. On peut avoir A, CD, BE. Donc, après, on peut ressortir, on peut avoir le parallélisme qui rentre en jeu. Mais, si je regarde, à chacune des lignes, dès que j'ai mon C, immédiatement, j'ai mon D. Je ne peux pas avoir rien entre le C et le D. Parce que c'est critique. Si on se donne un petit exemple de ça. On a ici notre bloc parallèle. Okay? Donc, habituellement, on préfère le getExam puis le register suivi du register du professeur. Mais là, on dit, non, quand tu demandes l'examen, immédiatement, il faut que tu fasses ton register. Puis, après ça ou avant ça, le professeur peut enregistrer. Mais le getExam puis le register de l'étudiant sont imbriqués ensemble. Fait que ça, c'est tous nos fragments pour la coordination du commandement puis l'ordre. Ouais. Peux-tu remonter... Ah, ok, attends, je l'ai. Oups. Dans le fond, dans l'affaire de l'examen, si... Attends, désolé, je viens juste de perdre mon... Où est-ce qu'on était? On t'a bien. Ok, voilà, ok. Dans ce cas-là, dans le fond, si on n'aurait pas le critical, ça veut dire que la fonction register pourrait arriver entre getExam et... attends, non. Le register du professeur pourrait lecturer, arriver... C'est ça. Pourrait arriver entre le getExam puis le register de l'étudiant. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut le critical. C'est vraiment juste pour faire sûr que le getExam date et le register du student arrivent les deux en même temps. Exact. Habituellement, le critical va toujours être
à l'intérieur d'une interaction simultanée. Parce que par défaut, ça ne l'est pas, tu sais. Fait que le critical va habituellement toujours être dans un sous-bloc, dans un opérand du par. Parce que sinon, par défaut, ça va le faire dans l'ordre déjà donné. Parfait. Ça c'est fait. Après ça, on a deux fragments qui sont par rapport à la pertinence de nos messages. Donc, ça va arriver que on va créer notre diagramme de séquence qui va être très précis. Okay? Donc, mettons, on va même mettre tous les messages de debug qu'on va mettre à l'intérieur de notre application, dire qu'à ce moment-là, ben, je m'attends à recevoir tel message de debug. Puis à ce moment-là, je m'attends à recevoir tel message d'information. Puis, une fois que tu as fait ça, des fois, ben, quand tu vas le mettre en production, ben, peut-être qu'à un moment donné, ce message-là, tu n'en auras plus vraiment besoin. Okay? Ça va être pour juste le développement de la chose. Fait qu'on est capable de dire avec le fragment ignore, voici la liste des messages typiques que nous, on a, qu'il va avoir, mais en passant, celui-là, il n'est pas vraiment important. S'il n'arrive pas, c'est pas problématique. Donc, on a le ignore suivi d'accolade avec le nom du message qui peut être ignoré. Donc, on peut voir ici, notre exemple, on a un login, suivi d'un statut, suivi de notre inscription. Ben, le statut, c'est juste comme un message asynchrone qui est envoyé. On s'en fout un peu. Si ça n'arrive pas, on peut continuer normalement pareil. Ou c'est que, après que j'ai fait le login, je peux faire mon inscription. Je m'en fous d'avoir reçu le message de status ou pas. Ça se peut qu'il s'en aille avec le temps. L'inverse de ça, ok, puis c'est un peu... Ça va dépendre de comment tu veux mieux représenter les choses. Ok, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, puis les deux font la même chose, représentent la même information. On va avoir le consider, qui va être, ben, dans ce bloc-là, voici ceux qui sont primordiaux, voici ceux qui sont importants. Donc, l'inverse du ignore, c'est le consider, où c'est que là, je mets la liste des différents messages, que non, c'est ceux-là qui sont importants, si c'est pas ceux-là, c'est qu'il y a un problème. Donc, on peut voir ici le même exemple, mais d'un bord, je dis, hey, en passant, tu peux ignorer le status, puis de l'autre bord, je dis, hey non, c'est le login puis le register qui est important. Mais les deux disent la même chose. T'sais. Les deux disent, j'en ai deux d'importants puis j'en ai un qui n'est pas important. Fait qu'on peut voir ici, c'est le même système, juste marqué de manière différente. On a aussi un autre qui est plus descriptif. Okay? Donc, on a le assert, un fragment assert, qui va me permettre de dire cette suite d'événements-là, il faut absolument qu'elle soit exécutée. Si ça se passe pas exactement de la manière que je l'ai représenté, il y a un problème fondamental, il faut arrêter l'exécution du système. Donc, le assert, c'est juste de mettre un bloc dans lequel on veut porter une attention particulière sur comment est-ce que la suite d'événements, il faut absolument qu'elle soit exécutée. Donc, il n'y a pas habituellement rien de trop fonctionnel par rapport à ça. Ça ne change pas l'exécution, ça ne change pas l'ordre, ça ne change pas rien de la manière qu'on passe au travers. C'est vraiment juste une espèce de balise pour dire « Yo, cette place-là est vraiment fucking importante ». Inversement, on va avoir le neg, okay, pour les interactions non valides. Donc, les interactions non valides, ça va être pour des exemples qui représentent des mauvaises interactions du système, des mauvais cheminements des événements, des messages. Donc, habituellement, c'est pour représenter les problématiques courantes possiblement rencontrées par notre système. Donc, le principe du neg, ça va être pour être capable de dire OK, ça se peut que ça marche pas par là, ça va être la manière que ça marchera pas.
Puis là, habituellement, il peut y avoir des messages d'erreur, il peut y avoir des interactions additionnelles par rapport à qu'est-ce qui est pas supposé se produire. Ouf. Fait que ça fait le tour des différents fragments possibles. Fait que je pense qu'on a le temps de prendre une autre petite pause. Donc, bienvenue du retour de la pause. On vient de voir les différents fragments combinés possibles dans notre diagramme de séquence. Il y a quelques autres éléments disparates qu'on veut regarder ici avant de conclure pour la journée. Premièrement, on va revenir sur on va aller sur les références des interactions. Donc, parfois, j'ai créé un diagramme de séquence, puis le diagramme de séquence, j'aimerais ça l'insérer au complet dans un autre programme, okay, ou dans un autre diagramme quelconque que je suis en train de travailler. Donc, la référence me permet de faire ça. Comment est-ce que ça marche? Je vais entourer mon diagramme de séquence que je veux utiliser quelque part d'autre dans un bloc que je vais préfixer de SD pour Sequence Diagram. Puis, à partir de là, dans un deuxième diagramme de séquence, je vais pouvoir utiliser le mot-clé ref, puis utiliser le nom que j'ai donné à ce diagramme-là pour dire, prends tout ce que j'avais, puis va le mettre ici dans mon login. Puis une fois que je vais avoir passé à travers ce diagramme-là au complet, là, je peux continuer normalement. On a aussi la possibilité, quand on a des diagrammes de séquence comme ça, de sortir du diagramme de séquence ou d'être capable de rentrer dans le diagramme de séquence de l'extérieur. Donc, quand on a des blocs qui représentent un diagramme de séquence complet, on va pouvoir avoir des flèches qui vont arriver sur le rebord du bloc ou des flèches qui vont rentrer de l'extérieur du bloc. Fait qu'ici, c'est juste pour des méga diagrammes habituellement qu'il va y avoir ça quand il y a plein de références, puis il faut avoir des différents éléments. C'est pas quelque chose que nous, on va voir beaucoup. Autre chose qu'on ne verra pas tant que ça, c'est les marqueurs de continuation. Donc, le but du marqueur de continuation, c'est d'être capable de prendre une partie du code, une partie de la séquence, puis d'aller l'amener quelque part d'autre pour ne pas avoir à l'écrire au complet. Donc ici, on a un exemple à gauche où j'ai des marqueurs de continuation, donc c'est les boîtes avec les rebords ronds. Donc on a 3 marqueurs de continuation, le OK, le Place Free on Waiting List, puis le No Place Free. Puis le principe, c'est que ces différents marqueurs-là pointent sur un autre diagramme pour continuer puis représenter ces éléments-là. Donc, c'est un peu une version alternative de la référence d'interaction qui va me permettre de dire, OK, j'ai un paquet d'affaires à faire, mais je veux te le montrer à quelque part d'autre. Donc, ça permet de décomposer des interactions complexes puis dire, va voir là-bas, continue là-bas, puis après ça, reviens pour dire, on a fini de travailler avec ça. Donc, la différence fondamentale avec le diagramme de référence qu'on a vu juste avant, donc celui-là qui permet de... Celui-là qui me permet de prendre un bloc complet et de l'insérer, c'est qu'il n'y aura pas de retour à l'élément. Donc, le principe ici, c'est que quand je pars de mon marqueur OK à gauche, je m'en vais dans mon marqueur de continuation cible à droite, je vais continuer à partir de là. Donc, je ne reviendrai pas en arrière pour retourner au marqueur de départ. Donc, ça me permet de m'envoyer quelque part d'autre. C'est comme une espèce de go-to dans mon diagramme de séquence. Encore une fois, pas exactement les choses que vous allez voir le plus. C'est surtout pour des méga diagrammes qu'on a besoin de ça.
Ce qui va arriver parfois, par contre, c'est le principe d'avoir une représentation autour d'un objet. Donc souvent, je vais avoir un objet qui va être représenté dans mon diagramme de séquence, puis je vais être capable de représenter différents éléments, différentes variables qui se passent à l'intérieur. Donc ici, j'ai un exemple où je peux avoir ce qu'on appelle des attributs locaux, donc des variables qui sont déjà préassignées dans mon code ou qui sont préassignées dans mes méthodes. Donc, je peux avoir des diagrammes qui représentent ça en ayant ça en haut à gauche de mon diagramme de séquence, avant même de mettre mes différents partenaires d'interaction, avant de mettre même mes lignes de vie, avant de mettre le restant de mes messages. Puis, on a deux manières de le représenter, soit en l'ayant en haut à gauche de notre séquence, ou en ayant une note qui est reliée, comme l'option 2, à notre diagramme de séquence. Fait que ça ici, ça va être pour représenter des valeurs qui sont habituellement directement assignées par rapport à l'appel d'une méthode ou par rapport à notre début de notre diagramme de séquence. Un peu comme notre machine à état, on peut aussi avoir des contraintes temporelles. Donc, les contraintes temporelles me permettent de dire, c'est à tel moment ou après tel délai, je suis capable d'avoir une réponse ou que le message va être envoyé. Donc, on peut avoir ici des éléments relatifs, des éléments absolus, pas mal exactement comme qu'est-ce qu'on avait dans le diagramme d'état. Puis, ça nous permet de mettre de la temporalité dans nos diagrammes de séquence. Donc, c'est toujours entre accolades. Si on a un moment avec un modificateur, fait qu'après un certain temps, ou à telle heure, ou à telle date, c'est un peu comme une méthode qu'on appelle, donc le after avec l'heure, ou le at avec une heure ou une date précise. Si on veut représenter une échelle, on va utiliser les bornes avec le petit nombre, 2 points, le grand nombre. Puis sinon, on peut aussi avoir des accès au temps. Fait que mettons ici dans notre exemple sur notre forum, quand on reçoit le message post, on dit que le t est égal à now, donc ça prend le temps courant auquel j'appartiens, puis ça dit c'est à ce moment-là que je vais le faire. Puis je vois ici que le à t plus 5, donc une fois que j'ai reçu le post, j'attends 5 secondes ici, 5 minutes, dépendamment de comment tu veux le voir. Puis c'est là que je vais renvoyer le message de confirmation. Donc, on peut voir ici qu'on peut ajouter des éléments temporels assez facilement, comme qu'est-ce qu'on a fait dans notre diagramme d'état. Parfait. Dernière chose qui est de notre diagramme de séquence, on va avoir ce qu'on appelle des invariants. Donc, des invariants, c'est des informations ou des conditions préalables à notre diagramme de séquence. Donc, ça veut dire que ces éléments-là, il faut qu'ils soient mis en place. Sinon, tout s'arrête, notre modèle ne fait pas de sens, notre modèle est incorrect, notre modèle est fautif. Donc, les invariants, c'est le principe d'une condition préalable qu'il faut qu'il soit rempli avant même de commencer notre séquence dans notre diagramme de séquence. Donc, on a 3 notations possibles pour ça. Donc, on a une première qui représente, mettons que ça faut que ça soit inscrit, donc à l'intérieur d'une boîte avec les rebords ronds. On peut avoir entre accolades une condition quelconque, ou sinon, on peut avoir une note reliée à la ligne de vie qui dit que il faut que l'enregistrement, mettons, soit disponible ou soit possible pour être capable de continuer dans ce diagramme de séquence. Fait que ça fait le tour de la prémisse du diagramme de séquence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagramme de séquence, on en avait parlé au début, son but, c'est de représenter un
diagrammes d'interaction. Puis, les diagrammes d'interaction, en fait, il y a différents sous-diagrammes possibles qui peuvent représenter une interaction. Donc, le diagramme de séquence, c'est juste un de 4 qui va me permettre de représenter une interaction. Donc, le principe du diagramme de séquence va me permettre de voir de manière chronologique les messages envoyés entre les différents partenaires. Mais, dépendamment de ce que je veux modéliser, le diagramme de séquence n'est peut-être pas le meilleur diagramme pour représenter l'interaction en général. Donc, on va rapidement voir, donc on n'ira pas dans les détails, donc chacun a sa propre syntaxe, toutes ses petites options derrière, mais le diagramme de séquence, c'est celui qui est le plus utilisé, fait que c'est celui qu'on voit, mais on va juste voir en surface c'est quoi les autres diagrammes possibles qu'on peut représenter. Fait qu'on a le diagramme de communication qui est utilisé. Donc le diagramme de communication, lui aussi représente les différentes relations qu'on va avoir, puis les messages qui vont être transmis entre les différents partenaires de la communication, les partenaires de l'interaction, mais le focus est plus sur qui communique avec qui. Donc, c'est quoi les liens directs? La problématique du diagramme de séquence, c'est que quand on a une liste de plein de partenaires, les flèches peuvent commencer à traverser un paquet d'affaires, puis c'est plus difficile de voir spécifiquement qui communique avec qui. Donc, le diagramme de communication, lui, va donner une moins grande importance sur la dimension temporelle, puis va donner un focus sur, OK, ben, puisque j'ai un lien direct avec lui, je peux facilement voir qu'ils communiquent ensemble. Si on a plusieurs messages envoyés, ben, on fait juste les numéroter pour dire, OK, ben, c'est ça qui se passe à tel moment. La séquence temporelle des messages est beaucoup moins présente dans le diagramme de communication. On a un autre diagramme d'interaction qui va être le diagramme temporel. Ben, lui, c'est l'inverse. Son focus est purement sur la temporalité des choses. Donc, lui va regarder sur un axe horizontal l'ordre chronologique, puis va voir les messages qui changent des les résultats des événements, les résultats des messages, comment ils sont représentés de manière chronologique. Donc, habituellement, on va avoir l'état de différentes variables qui vont être représentées comme un graphique temporel, puis qui va changer à la réception ou à l'émission d'un dit événement. Les diagrammes temporels, c'est beaucoup utilisé en électronique pour représenter une communication qui va se passer. Donc, on a un diagramme de tel fil, ben, il va y avoir telle affaire qui monte puis qui descend électroniquement pour représenter ici une communication, un échange, une interaction entre deux composantes que je veux implémenter. Fait qu'on a le diagramme temporel qui est aussi possible. On a quatrième diagramme possible, celui de la vue d'ensemble. Donc celui de la vue d'ensemble, c'est un peu un mishmash de plusieurs types de diagrammes possibles. Donc on peut voir ici qu'on a des éléments de notre machine à état. Donc on peut voir ici, on a le point de départ de la machine à état, on a notre nœud de décision qui a des conditions de garde, puis on a la fin de la machine à état. Mais comme état, à place d'avoir une liste d'éléments, je vais avoir un diagramme de séquence. Donc, un diagramme de vue d'ensemble des interactions, ça va être, je peux prendre différents diagrammes de comportement, les patcher ensemble pour avoir une vue plus minutieuse des différents éléments. Fait qu'ici, ce que je peux comprendre, c'est que je commence mon système, je rentre dans mon diagramme de séquence login, j'exécute mon diagramme de séquence login, donc ça va demander d'envoyer un message de login, d'envoyer un message de check, de recevoir le résultat de check, de recevoir le résultat du login, d'envoyer le message get courses. Là, ça termine mon login. Puis une fois que j'ai terminé mon login, là, je peux regarder le nœud de décision, puis dire, ben,
Si j'ai été autorisé, ben là, je commence un nouveau diagramme de séquence qui m'amène au forum, mais sinon, je sors de mon système, ok, puis je passe à côté. Fait que, il y a, encore une fois, des cours complets à avoir là-dessus. Nous autres, on se limite aux différents diagrammes les plus utilisés en UML, fait qu'on n'ira pas voir chacun de ceux-là spécifiquement derrière. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Si on fait un petit retour sur les éléments fondamentaux de notre syntaxe de diagramme de séquence. Donc, on va avoir les différents partenaires de notre interaction qu'on veut représenter. Chaque partenaire va avoir une ligne de vie qui représente tous les messages qu'il peut recevoir ou qu'il peut émettre. On va avoir la destruction d'un différent élément avec le petit X. On va avoir un fragment combiné, okay, qui peut être 1 de 12. Okay? Donc, on avait les conditionnels, okay, avec le opt, puis le alt. On avait les boucles avec le loop et le break. On avait les séquences sec, puis le strict qui gérait l'ordre des éléments. On avait le pair puis le critical pour de la concurrence, donc de faire des choses en même temps. Puis on finissait avec les filtres comme le ignore puis le consider. Puis finalement le assert, le neg pour juste dire faut que ça passe par là ou faut pas que ça passe par là. On avait différents types de messages. Donc les messages synchrones avec une flèche pleine, l'embout plein aussi, qui dit qu'on s'attend à recevoir un retour. Donc le message de réponse, lui, qui est en flèche pointillée. Puis le plus communément utilisé, ça va être la communication asynchrone, qui me permet de dire, OK, j'ai un élément que j'envoie, ça se peut que j'ai un retour, mais je m'en fous un petit peu. Puis, si les messages viennent d'un système externe, je peux avoir soit des messages perdus, okay, que j'envoie puis que c'est quelqu'un d'autre qui s'y traite, ou sinon que je sais pas d'où ils viennent, mais quand je reçois ce message-là, moi, il faut que je le traite. Et voilà, on a vu notre diagramme de séquence. Donc, ensemble, au prochain cours, on va travailler sur des exercices ensemble. Donc, ça va ressembler aux exercices que j'ai faits sur le iPad. Donc, en gros, je vous donne un diagramme, puis je vous dis, ben voici des traces possibles, ou dessinez-moi les traces possibles, puis vous me dites, ben cette trace-là marche, cette trace-là marche pas, cette trace-là est possible, cette trace-là est impossible, à cause que ça ne fit pas avec la modélisation que j'ai réussi à faire. C'est bon? Est-ce que votre cerveau est cuit, pas cuit, ça va bien? C'était rough? C'était pas rough? Il y en a eu trop? Parlez-moi. Ça va faire du bien de pratiquer, là. Mm-hmm. Ben c'est ça, là on a comme tout eu la matière, on va repasser sur des exercices, ça va clarifier, rectifier comme on avait fait la semaine passée. Ah, si ça marche pas, c'est 0, moi c'est facile. La correction est pas difficile pour moi. Non, je blague. Mais voilà, je pense que les exercices, ça va tout changer parce que moi, il y a trop de matière pour moi. Ça... non, mais bon, bah, je pense que j'ai un gros problème de concentration. D'où ma non-volonté de faire des cours en ligne, mais nous sommes bien obligés. Donc, non, mais moi, c'est très personnel. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui partagent ça, mais c'est extrêmement dur pour moi d'avoir autant de matière. Et j'avais partagé aussi le sentiment avec un autre professeur parce que j'arrive juste pas à tout
tout tout suivre. intégrer Ah ouais. et moi, il me faut de la pratique, c'est tout. Je comprends. Ben, c'est pour ça que les 2 prochaines périodes vont être complètement dédiées à ça. Fait que c'est pour ça ici que, tu sais, on en regarde, puis là, j'ai fait quelques exercices, mais on va pas mal repasser par-dessus tout quand on va faire des exercices ensemble, puis je pense que c'est là qu'on va... Le principe, c'est que, en ce moment, même si vous n'avez pas tout suivi, ou vous n'avez pas tout compris, c'est correct. La manière qu'on va s'enligner, c'est tant que quelque part, on sait que l'information est disponible, quand on va faire les exercices ensemble, ça va faire revenir les concepts, puis on va les réapprendre, puis les assimiler, rendus à ce point-là. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est plus un espèce de... OK, voici la matière, mais c'est comme les mots-clés. Là, fait que, à la prochaine période, si je te dis interaction ou message, OK, ben, je m'attends à ce que ça te dise quelque chose. Puis c'est pas mal l'étendue de qu'est-ce que je m'attends de vous en ce moment. Est-ce qu'on a atteint au moins ce palier-là? On verra ça mercredi pour moi. Ben là, on est mercredi, fait que moi, je pense qu'on va plus voir ça lundi. Oh my god! Tu vois où j'en suis? Tu vois où j'en suis? C'est-à-dire que je me croyais lundi. Bon, ben, d'accord, donc on verra ça lundi. Excellent, excellent. Hugo, Oui. est-ce qu'on va modéliser des cas réels, des situations réelles avec ce diagramme-là? Ben, je vous demanderai pas de conceptualiser des situations avec... puis de construire des diagrammes de séquence. Donc, un peu plus comme le diagramme d'état, ça va être de la compréhension de diagrammes déjà existants. Je vais vous montrer un exemple comme qu'est-ce qu'on a fait pour Parce que nous, on l'autre. comprend beaucoup plus avec des situations réelles. Ben, le problème, c'est que les situations réelles sont soit trop plates, okay, ou c'est que d'avoir ça démontre pas tout, ou sinon sont extrêmement complexes puis sont inaccessibles. Fait que c'est pour ça que je veux faire des petits exercices pour tester chacun des comportements possibles. Puis une fois qu'on a fait des exercices non contextualisés, ben là, on peut aller chercher des mises en situation qui sont un petit peu plus complexes. Un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec les diagrammes d'état. Parce que le principe, c'est que dans le diagramme d'état, si on avait commencé avec la fan, puis qu'on a parlé d'état historique à ce point-là, je pense pas que ça aurait aussi bien rentré que qu'est-ce qu'on a eu, t'sais. Fait que c'est un peu la grosse problématique des diagrammes UML. D'avoir des petites mises en situation, c'est très difficile. Fait que je comprends ton appréhension, mais il n'y a pas de manière facile de régler la problématique. Parfait. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui.